dans ces mots. Je pense que c'est en arabe, on dit Riyad Riyadi. Et nous, Riyad, quand j'étais très jeune, on dit, bon, quand on faisait du Riyad, on était content, on courait à gauche, à droite. Et après, je dis, mais écoutez, là, est-ce qu'il y a un lien à ce truc? Mais je pense que oui, c'est les mêmes racines. Je n'en suis pas sûr, peut-être vous me corrigerez. Et si c'est vrai que ce sont les mêmes racines, en tout cas, moi, ça me parle d'avoir cette riyada de l'esprit sur des concepts assez profonds et du faire du riyada. En tout cas, c'est notre compréhension de l'activité mathématique. Il ne s'agit pas donc du produit qui est fini, mais de cette activité de riyada. Ce qui fait qu'en 2009, ceux qui ont participé au colloque espace mathématique francophone de Dakar avaient bien voulu que le symbole qui était montré ici, c'était du Riyad Riyadi, et que nous avons le Wouré, qui est un jeu. Mais quand vous regardez la personne qui jouait, vous avez l'impression qu'il va accoucher quelque chose parce qu'il était profond dans son analyse et dans son besoin de gagner et de jouer à la probabilité pour faire disperser les valeurs. Ces éléments-là, nous avons deux personnalités fortes. Vous me permettrez de revenir sur ces deux personnalités. Amel Djabar, qui est algérien. Mais c'est surtout Paulo Gerdès. Paulo Gerdès, c'est un Mozambicain qui a beaucoup travaillé sur l'ethnomathématique et qui a diffusé avec beaucoup d'abnégation dans pratiquement tous les pays du monde sur cette valeur africaine et les idées mathématiques qu'elle comporte, mais pas seulement africaine, c'est-à-dire cette activité mathématique et non les résultats des mathématiques. Donc, c'est quelqu'un qui tenait à diffuser l'activité mathématique. Et dans la diffusion de l'activité mathématique, il a choisi un certain nombre de pays. Ça, c'est une des conférences qu'il nous a faites à Dakar. La photo qui était apparue tout à l'heure, c'est quand nous avions invité le professeur Ahmed Djaba et le professeur Paulo Gerdès à Dakar lors de notre colloque Edimat en 2012. Et Gerdès expliquait les difficultés que rencontrent ces différents pays, les processus, vous verrez ces différents pays, Lesotho, un petit pays entouré en Afrique du Sud et qui est considéré comme pas très grand à tous les niveaux. Et quand on voit l'activité qui était derrière ces décorations d'idées, de ces murs de Lesotho, on se dit, quelle beauté. Au Mozambique où il était, les difficultés que j'essaie de faire à nos étudiants sur les travaux de symétrie ça c'est des paniers qui sont faits par les femmes au Mozambique. Et quand on fait faire ces activités de symétrie à nos étudiants, je sais, vous pouvez les copier pour voir les difficultés qu'ils pourraient rencontrer. Ces femmes le font avec beaucoup de dextérité. En Angola, qui était également un pays extrêmement chaud, il y a quelques années, maintenant après le pétrole ça a avancé un tout petit peu et aujourd'hui ça a un peu calmé. Il y a également les saunas, vous verrez les descriptions que Gerdès avait fait de ces différents saunas. Il y en a plusieurs avec des formes extrêmement magnifiques de cette organisation mathématique. J'ai dit organisation mathématique dans le sens de Chevalard. Un autre pays, difficile, qui est également la République démocratique du Congo. Juste à côté, après du Rwanda, il y a ce petit territoire d'Isango, avec l'os d'Isango, qui, vers les années 50, les Belges, c'était quand même difficile. Vous venez dans un pays, vous le colonisez, même la colonisation belge sur cette partie-là était difficile parce que c'était, on en faisait propriété de Léopold. Donc on prend tout le pays, on en fait un jardin pour quelqu'un là-bas. Et cette
ils ont découvert que, écoutez, ces gens-là, il y a 20 000 ans, avaient des mathématiques extrêmement avancées. Je dis que c'est pas possible quand même. Donc, lorsqu'ils ont ramassé ces os, avec des activités, vous le trouverez dans le musée royal de la Belgique, de l'Institut royal de la Belgique, et ils se disent, mais écoutez, c'est pas possible quand même. Ces nègres-là qui nous faisaient ces mathématiques un peu. Bon, du coup, l'affaire-là était même cachée quelque part. Bon, en attendant de savoir quand est-ce que nous, on était venus ici pour faire ces maths et leur laisser et de repartir. Parce que, quand même, normalement, c'est nous qui l'avons fait. Hein, et on l'avait laissé ici, on est reparti. Maintenant, on revient pour le retrouver. Parce que ça ne peut pas être eux, là, qui avaient fait ces mathématiques-là, c'est pas avancé. Je le dis, ces éléments-ci, parce que tout simplement, cette zone est une zone très difficile. Difficile dans le sens de la vie, difficile dans le sens des organisations, difficile dans le sens des cohabitations. Si je vous parle du Rwanda, vous savez de quoi je parle. De la République démocratique du Congo, vous savez de quoi je parle. Mais, vous imaginez, au 6e, 7e siècle, lorsque le prophète, salut sur lui, demandait à ses quelques Mécois, attention, on est persécuté, mais vous pouvez aller du côté de l'Éthiopie. Vous trouverez là-bas un roi qui accepterait, même s'il est catholique, il va vivre avec vous en tranquillité, il ne va pas vous persécuter. Cette zone d'hospitalité qui est devenue aujourd'hui, surtout si on parle de la Somalie et autres, ce lieu d'intolérance tel qu'il est impossible pratiquement de vivre en commun. C'est ce que nous avons vu aujourd'hui en Somalie, c'est ce que nous vivons au Nigeria, c'est des situations qui sont difficiles quand on voit la richesse que ces zones avaient produite et l'esprit de tolérance qui naissait dans ces différentes zones. Donc, si je me résume, dans le faire des maths, pour moi, l'essence le plus important, c'est l'activité mathématique et non le résultat qui est produit à travers cette activité. Évidemment, les deux dialectiquement sont liés, parce que c'est à partir du résultat que vous interrogez sur la façon dont vous avez fait. Attention, ce n'est pas très performant, ce que j'ai écrit n'est pas très clair, mais l'activité était quelque chose qui était relativement pauvre. Dans le faire des mathématiques, je vais convoquer quelqu'un qui est sénégalais, il s'appelle Souleymane Niang, qui était le recteur de l'université Cheikh Anta Diop. Souleymane Niang était le professeur de mathématiques qui illustrait la négritude à travers les maths. Donc le Festival mondial des arts nègres de 67 à Dakar, Senghor avait voulu que, écoutez, moi je suis poète, mais je pense que ce qui traduit le mieux mes connaissances, mes poésies, ce sont les maths. Parce que je ne trouve pas les objets qui parviennent à les dire autrement. Et Souleymane Niang était la personne qui traduisait ces objets philosophiques ou poétiques de Senghor en mathématiques. Et il commence par un élément important que nous autres mathématiciens disons que c'est l'importance de la logique telle qu'elle doit figurer en bonne place et à tous les niveaux dans les programmes d'enseignement. Lui, il pensait quand même que l'étude de la logique était si importante et Duval a répété à peu près la même chose sur l'activité d'enseignement des maths. Ça existe dans beaucoup de pays où on dit l'activité de logique elle est importante. Maintenant, comment l'enseigner, ça c'est tout à fait autre chose, mais elle est importante dans une activité de formation. Alain Kouzniak, dans un document qui est extrêmement important qu'il a publié en 2006 et qui s'est référé sur les travaux de Kuhn, sur les paradigmes, lui mettait en exergue 3 éléments: l'intuition, l'expérience et le raisonnement déductif. Si vous voyez qu'au début, lorsque je parlais de Senghor, il parlait de la raison discursive et l'intuition, maintenant, enfin, je pense que le fil conducteur commence à venir, c'est Alain Kouzniak dit attention, il y a de l'intuition à la raison discursive, donc il y a un élément qui est important, c'est l'expérience. Ceux qui ont assisté hier
l'atelier où on faisait avec GeoGebra déplacé, on trouve bien qu'on peut mener aujourd'hui des activités d'expérience en mathématiques. On peut faire des conjectures. C'est comme si on était dans un laboratoire. L'élément qui est là me paraît si important. Bon, évidemment, on va faire des maths. On fait des maths. Bon, écoutez, nous avons là un carré dont le côté est égal à 5. La longueur IB est égale à 2,8. La longueur BJ est égale à 2 parce que l'autre longueur est égale à 3, la côté est égale à 5. On demande aux élèves, mais est-ce que ces deux droites sont parallèles, la droite IJ et la droite BC? Bon, lorsqu'on est au collège, tout le monde sait, oui, je vais utiliser Thalès. Donc je vais mettre BI sur BD. Après, je vais comparer avec BJ sur BC. Le problème, c'est que, oui, je le fais, je calcule, et j'ai à peu près la même longueur. Et quand vous posez ça à des élèves, vous dites, ah, tiens, c'est bon là, parce que si j'ai 0,6, oui, les droits sont parallèles. Mais comme le prof avait dit, tiens, est-ce que je ne vais pas utiliser la valeur exacte? Et si j'utilise la valeur exacte, cette fois-ci, les droits ne sont pas parallèles. Donc j'ai... attention. Si c'est approché, c'est parallèle. Si ce n'est pas approché, ça, je ne comprends pas. Du coup, les élèves sont relativement mélangés avec de telles formes. Parce qu'ils se disent, mais d'une part, on m'avait appris très tôt que je peux diviser et j'ai une valeur décimale. Et parce que j'ai une valeur décimale, donc les droits sont parallèles. Et d'autre part, on m'a appris il y a quelques mois que je calcule avec des valeurs exactes et j'ai des valeurs exactes et les droites ne sont plus parallèles. Alain explique, attention, nous travaillons avec nos élèves sur des paradigmes différents. Et ces paradigmes ne sont pas explicités. Et c'est encore plus difficile lorsque nous sommes en formation d'enseignants. Si on n'explique pas aux enseignants que, attention, l'élève qui est à l'élémentaire, lorsque vous lui parlez d'un triangle, de l'aire d'un triangle, l'instructeur a l'habitude de dire base multipliée par hauteur divisée par 2. Ces éléments sont importants parce qu'on est surtout sur des éléments de l'intuition. Et ces éléments de l'intuition sont des objets très pratiques. On regarde la base, on regarde la hauteur. Ne serait-ce que l'article défini, pour l'instructeur c'était bon parce que ça permet à l'élève de voir, ça permet de calculer. Mais lorsqu'on fait une année ou quelques années de plus, on est en classe de 6e selon les pays, donc aux 12-13 ans, on se dit attention, dans un triangle, chaque fois que vous pointez, vous prenez un point et vous tracez une droite passant par ce point et perpendiculaire à un côté opposé, vous avez une hauteur. Décidément, on en a 3 alors, ok. Mais dans ce cas, comment calculer l'aire? Oui, vous prenez hauteur divisé par le côté opposé. Mais ça ne marche pas là, parce que si vous le faites, vous aurez 3 aires. Oui, mais aucun enseignant malheureusement ne revient à ses élèves pour dire, écoutez, ces 3 aires sont égales. Pourtant, on sort complètement de paradigme. Le premier paradigme était très clair pour l'élève. On est la hauteur qui est verticale, la base qui est horizontale, et je suis clair, moi je n'ai aucun problème en tant qu'élève. Et après, on passe à un deuxième paradigme où on commence à faire du raisonnement. Et ce raisonnement s'appuie sur ces objets-là. Et malheureusement, l'éclairage n'est pas fait aussi bien pour les élèves, mais malheureusement également, lorsque nous formons nos enseignants, ils ne sont pas souvent attentifs à ces différents paradigmes géométriques. Et j'y ajoute que ce n'est pas seulement des paradigmes géométriques, mais c'est des paradigmes à la fois géométriques et numériques. Et pourtant, Brousseau avait déjà répondu à ces questions. Comment faire? C'est déconstruire des situations, exactement, comme des situations qui sont là. Mais cette situation est construite pour la formation des enseignants. Donc, pour les pousser à construire par eux-mêmes des situations où ils s'interrogent. Donc, on peut construire des situations pour les élèves, mais construire des situations également pour les enseignants. Pour aider les enseignants à construire des situations pour les élèves, mais également construire des situations pour...
Quelle formation mathématique pour la civilisation de l'universel? Maintenant que j'ai quelques éléments sur les mathématiques, quelques éléments pour la formation mathématique, la formation d'enseignement des maths, c'est maintenant pour la civilisation de l'universel. J'ai encore Souleymane qui avait pensé que ces mathématiques ont une valeur formative universelle. Et je reviendrai là-dessus. Je pense que les éléments de conclusion que je vais faire permettra de convaincre plus d'un sur ces objets. Mais il n'est pas le seul. Duval, ça c'est un document qui me paraît extrêmement intéressant, c'est lors de JDM. Au Québec, ils ont des journées de didactique de mathématiques. Et il y avait des travaux extrêmement intéressants sur mathématiques et citoyenneté. Et dans ce cadre-là, Duval avait repris ses travaux et parlait de l'essence et de l'intérêt que nous avons sur le raisonnement et la démonstration. Mais Jean-Pierre Kahn aussi, me permet de rendre hommage à cette personnalité forte également des maths, avait à peu près dit la même chose. J'ai vu une petite feuille de Gilles qui me dit qu'il faut aller un peu plus vite. Du coup, oui. Bien. Donc, Jean-Pierre Kahn attirait également notre attention sur ça et sur cette culture mathématique qui aujourd'hui et normalement devrait faire partie de la culture de nos moyens. Je pense que Yukos qui disait à l'époque que n'importe quel citoyen aujourd'hui doit savoir que 2 augmentations successives de 10% n'est pas une augmentation de 20%. Il dit, ça doit être présent pour n'importe quel citoyen moderne. Et je peux vous laisser demain demander à des personnes qui sont autour de vous si cela est compris par tout le monde. Donc c'est des situations qui pourraient être évidentes pour nous, mais malheureusement qui ne le sont pas. Hier, il a été beaucoup de chevalard, mais il y a quelque chose qui m'a paru extrêmement important qui est passé presque inaperçu en 2012, c'était à l'INRP. Il parlait des éléments sur une instruction nouvelle. Donc il traçait les grandes lignes pour une instruction nouvelle. Et Chevalard avait une idée qui me paraissait extrêmement importante, comme je parle maintenant de la citoyenneté et de la civilisation de l'universel. Il disait que mais cette formation de la citoyenneté, c'est cryptique. Un citoyen herbacien, procognitif et exotérique. Je vais expliquer évidemment chacun de ces mots avec mes mots. Bon, il dit, écoutez, je parle de Karl Herbach parce que je fais, comment on l'appelle, je le rends hommage. Mais je pense que l'idée qu'il dégage ici est pour nous mathématiciens un élément très fort pour les fake news. C'est-à-dire que voilà, on retrouve beaucoup d'informations qui sont relativement inexactes et malheureusement on n'est pas souvent très préparé. Et un élément que je remets, ça c'est Madame Stella Baroque dans un de ses livres, je pense que c'est le dictionnaire des mathématiques, qui avait écrit ceci. Non, je l'ai mis très petit, c'est rendre la chose plus... Il dit A plus B à la puissance n sur n égale x. C'est parce que tout simplement Léonard Euler un jour avait voulu démonter quelqu'un pour lui dire écoutez là, vous voulez montrer à tout le monde que Dieu n'existe pas, vous venez avec vos théories qui n'ont aucun sens, et moi je vais vous démontrer que Dieu existe. Prenez l'équation. Vous prenez A, ensuite vous ajoutez B, et B vous le mettez à la puissance n, et vous le divisez par n, et ça c'est égal à x, et par conséquent Dieu existe. Avec toute sa splendeur de mathématicien qui vient, qui dit des choses comme ça, le collègue était complètement anéanti. Il dit, bon, ok, je suis désolé, je n'arrive pas à cette équation-là, et donc vous avez raison, là. Ça c'est indéniable, comme l'équation-là, qui n'a aucun sens. Aucun. Voilà, tous les jours nous en avons là, des trucs qui n'ont aucun sens, et malheureusement, on tombe dans le pic. Et évidemment, je grossis les traits.
vous avez les... Mais pas autant, parce que ça, c'est une étude qui a été faite, et Anne, au Québec, reprenait exactement la même étude, et je l'ai repris exactement avec mes étudiants. Donc j'ai juste changé, j'ai pris, à la place de goûter, j'ai pris une famille polygame, et j'ai mis des enfants, et j'ai mis les noms. Mais c'est à peu près la même chose. Et qu'est-ce qui s'est passé? On dit, voilà, vous avez 15 enfants, et dédié... Un des enfants a mangé 13 biscuits, et voilà, les autres en ont mangé moins. Et il faut voir maintenant, parmi les résultats qui sont là, quels sont les résultats que l'on peut déduire. Les élèves ont cherché. Certains en ont trouvé. Mais ce qui est plus curieux, c'est ça. C'est le résultat. Voilà le résultat. C'est une étude qu'elle a faite et on a comparé des pays. On a pris des élèves qui sont bons en maths. Donc c'est la colonne première à gauche, deuxième et troisième. C'est là où on a un problème de démonstration. C'est des élèves qui sont très bons. Vous voyez, à la Grèce, ils sont 65% à avoir trouvé le problème de démonstration correcte. En France, 53%. Aux États-Unis, moins de 10%. Donc il a donné un problème mathématique cohérent, clair, aucun problème. Et les élèves ont trouvé, il a mesuré des élèves qui ont bien trouvé. C'est la colonne problème de démonstration. Bien. Le raisonnement a ce problème-ci qu'on vient de donner, qui n'a aucun sens. C'est-à-dire que tu ne trouves aucune solution, il n'y a aucun rapport. Parce qu'il n'a pas donné le nombre d'élèves là. Il dit, voilà. Aux États-Unis, où on considère qu'ils sont nuls, vous avez 70% des élèves qui ont trouvé. En France, 65%. Et en Grèce, s'il y a des Grecs qui m'excusent, c'est pas moi qui ai fait cette étude, c'est 33,8. Donc oui, je peux faire de la démonstration mathématique. Et quand il s'agit d'un problème comme ça, je n'ai pas de recul. Donc, si on ne fait pas attention, ce qu'on va retenir dans la démonstration, c'est des algorithmes que l'on restitue, et pas forcément l'esprit de démonstration. Je suis dans ma première idée de l'activité mathématique et les résultats des mathématiques. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Si on ne fait pas attention, les élèves ne seront pas sur des maths, mais ils vont retenir les algorithmes de ce que nous allons appeler la logique. Ils vont les restituer et pas comprendre ce qu'ils vont restituer. Et la même étude, je l'ai repris avec nos étudiants qui devraient faire une formation. Évidemment, ce n'était pas l'examen dans sa globalité. Et je me retrouve avec 23 seulement des étudiants, 23% des étudiants, c'était 143 étudiants qui avaient fait le cours, donc qui avaient pratiquement le niveau de master, 23 étudiants, 23% du moins, du groupe, qui commençaient à donner des réponses, c'est-à-dire des réponses complètement erronées, qui n'ont pas de sens, qui disent, voilà, il y a ces résultats, on doit pouvoir le déduire parce que si le parent était, ainsi de suite. Aucun sens, aucun. Parce qu'on pense que, oui, si dès qu'on pose, on doit pouvoir répondre de cette façon. Parce qu'on pense que les maths, c'est pas ça. Et là, ça nous interpelle, il faut être très attentif. Mais vous me direz, ça, ce sont des jeunes, des enfants qui ne comprennent rien en maths. Mais non, c'est plus profond. Ça, c'est Leibniz. Donc, c'est pas... S'il était là, tout le monde allait courir derrière. Là. C'est Leibniz qui dit ça. Et vous avez cette suite. Tout le monde sait que c'est une suite qui diverge. Ce calcul n'est pas fait. Et il disait, si c'est le calcul qui a été fait, donc je fais un résumé rapide de la proposition. On imagine deux frères qui vont partager l'héritage. Imaginez un instant que moi, je garde l'héritage. Nous sommes deux. Mais si je le garde une fois, vous ne l'avez pas. Donc c'est comme si vous avez moins. Vous gardez, moi je ne l'aurai pas. Comme si j'avais moins. Donc j'avais plus et moins. Mais si on le fait à l'infini, c'est très bien. Vous aurez la moitié, j'aurai la moitié. Donc on peut bien comprendre que cette suite, si on fait la somme, ce sera un demi. Il y aura un demi, un demi. C'est Leibniz qui le dit. Et qui soutient un grand mathématicien. Donc, cette précaution que nous pouvons avoir sur le plan épistémologique, elle est extrêmement importante dans ces formes de calcul. Et il essaie de justifier en prenant l'écriture de la somme de cette série, mais tout en ne prenant pas les précautions nécessaires pour la divergence de la série. Cette situation, c'est
ce que nous avons vécu en 2012, juste après les élections, la soirée des élections présidentielles, il y avait tous les médias avec des plateaux de télévision, et quelqu'un est venu avec ses résultats. Il avait 22 départements et il s'est rendu compte que sur les 22 départements, il avait 49%. Et donc, comme c'était la majorité, s'il avait 51%, il gagne. Il dit, mais écoutez là, je pense que ce débat est presque inutile. Moi, je suis venu avec les résultats de 22 départements et nous avons 49%. Et je suis sûr qu'avec les départements qui restent, parce que nous avons plus de 45 départements, avec les départements qui restent, j'aurai plus de 3% et par conséquent, je vais gagner les élections. Et des garçons ont commencé à sauter d'un côté ou de l'autre des trucs parce qu'ils risquent de nous voler nos élections. C'est pas possible qu'ils gagnent comme ça. Ils ont 49% alors que c'est pas encore. Oui, parce que ce qu'il dit là, c'est des mathématiques simples. Les 9%, les 22 départements, c'était de petits départements où la population ne représentait presque rien. Les gros départements n'étaient pas encore dépouillés, donc ce calcul mathématique n'avait aucun sens. Cet élément de procognitivité, c'est important pour nous autres mathématiciens. Ce n'est pas seulement au Sénégal, ça c'est l'étude qui a été faite au Crédoc, et ça c'est une étude française qui dit, voilà, sur 100 €, avec vous placez 2%, combien vous aurez? Il se trouve qu'il c'était près de 59% des Français qui ne pouvaient pas répondre à ces questions-là. Donc vous voyez que c'est des situations qui sont relativement dramatiques, sur lesquelles nous devons faire attention, quels que soient les peuples et les citoyens. Exotérique. Donc, Chevallard pensait que la citoyenneté doit être herbacien, procognitif, mais exotérique. L'exotérisme. Faisons en sorte que ces mathématiques qui peuvent être extrêmement fermées s'ouvrent à l'autre. Ça, c'est juste un décret du président de la République du Sénégal qui est signé en 2014 sur le loyer. Lorsque le décret est sorti, il y avait des choses aussi simples que ça, si c'est inférieur, et ainsi de suite, que très tôt j'ai demandé aux étudiants, mais faites une fonction, mettez ça sur un fichier Excel, dans vos pages Facebook, partagez ça, et que n'importe quel citoyen doit pouvoir être en mesure de calculer rapidement son loyer parce qu'il y a eu des modifications. Oui, normalement, c'est des éléments sur lesquels on peut facilement conceptualiser et partager. Que ces mathématiques ne soient plus fermées entre nous et que ça s'ouvre, comme ça s'est passé ici. J'ai bien aimé cette forme de partage où j'ai rencontré des personnes qui me disent « Ah non, moi je ne suis pas mathématicien, mais je suis venu partager avec vous cette culture de civilisation de l'univers. » Je vais terminer par une conclusion très mathématique. En maths, on peut avoir un ensemble, on dit ordonné. Et il faut mettre une relation d'ordre. Et pour nous, une relation d'ordre, il suffit de trouver un certain nombre de critères. Il faut que la relation soit réflexive. Il faut que la relation soit antisymétrique. Il faut que la relation soit transitive. Et lorsque ces trois éléments existent, on dit que c'est une relation d'ordre. Donc notre structuration est réglée. Je prends cet ensemble et j'émets cette loi. Donc je dis... je prends un entier A et un entier B. Si A est en relation avec B, alors si M est en relation avec N, cela veut dire que M divisé par N est un entier. Et cette relation-là, je peux facilement montrer que c'est une relation d'ordre. Chaque élément est en relation avec lui-même, et ainsi de suite. Ces relations d'ordre, si je prends un ensemble X comme celui-là, qui est un ensemble du grand N, je peux considérer par la détermination d'un objet que nous connaissons tous, ce qu'on appelle un élément maximal. C'est un élément qui, dans un ensemble, si vous cherchez à être plus grand que lui, c'est parce que vous êtes égal à lui. Son problème, ce n'est pas d'être plus grand que les autres. Mais tout élément qui chercherait à être plus grand que lui, il est égal à lui. Vous prenez l'ensemble X, ils sont ici 25, même si j'essaie de recouper ce qui a été dit, les nombres de nationalités qui pourraient être là.
Je considère que 97 est un élément maximal, que 2 aussi est un élément maximal. C'est-à-dire que personne n'est plus grand que l'autre. Je vous remercie de votre attention.